Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gagneux, responsable des archives de Briançon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors aujourd'hui, sujet un petit peu particulier puisque nous allons aborder l'histoire des rues du centre-ville de Briançon et le centre-ville, le nouveau centre-ville qui s'appelle Sainte-Catherine, le quartier de Sainte-Catherine. Je vais vous parler de 3 rues et ensuite on pourra en parler d'autres rues peut-être dans une autre interview. Donc je vais parler de l'avenue de la République, de la rue Alphand et de la rue Centrale. Alors, je vais commencer par une des principales qui est chère aux Briançonnais puisque c'est l'avenue de la République, plus connue sous la dénomination de chaussée. Et qui porte son nom actuel, l'avenue de la République, depuis une délibération du 23 octobre 1904. Alors, quasiment toutes les rues de Briançon ont été dénommées par cette délibération. Il y a quelques rues dont on pourra reparler plus tard, qui ont été dénommées soit plus tard, soit un petit peu avant, en fait, parce qu'elles portaient déjà un nom qui était tombé un peu dans l'usage courant. Mais sinon, la plupart ont été dénommées par délibération du 23 octobre 1904. Alors pour quelle raison ? Alors selon la délibération, les voies publiques ne sont désignées que sous des appellations bizarres et sont souvent opposées. Et il n'y a pas d'autre explication, mais on peut imaginer que il fallait un peu cadrer les noms des rues, que ça soit pas changeant, et aussi peut-être pour un peu fixer un plan des rues peut-être un petit peu plus précis. Donc l'avenue de la République ou chaussée, qui est localisée en 1904 de la porte d'Embrun jusqu'au pont de Guisane. Alors le pont de Guisane, c'est l'actuel pont qui se situe au niveau du carrefour en bas près de du casino de jeu. Voilà, près du casino de jeu, ou ce qu'on appelle le pont du Moulin Fort, je crois. Oui. Mais aujourd'hui, je crois que ça se dénomme comme ça. Mais actuellement, la localisation, elle est un petit peu plus courte, puisqu'elle se situe du square de Verdun. En fait, le square de Verdun, c'est le monument aux morts, jusqu'à la place de l'Europe. Donc, on va dire ce qu'on appelle en bas de chaussée. La montée, quoi. Voilà, en bas de la chaussée, vers le rond-point où il y a le fameux cerf chevalier aujourd'hui. Donc cette chaussée, elle est achevée en 1759. Elle grimpe en ligne droite jusqu'à la porte de Pignerol. Jusqu'à la porte d'Embrun, pardon. Et elle permettait une liaison plus commode et directe entre la ville et ses hameaux. Elle devient par la suite le trait d'union entre la ville haute et la ville basse. Alors voilà, c'est vraiment l'artère centrale qui dessert la ville haute et la ville basse. Et puis on va pas avoir vraiment de gros projets soit de réaménagement, de travaux entre l'époque où elle est à peu près achevée. Bon, il y a des petits travaux d'entretien, hein, ça c'est sûr et certain, hein, de toute façon avec les aléas climatiques qu'elle peut subir. J'ai pas de traces de pavage ou alors le goudronnage évidemment arrivera plutôt à partir du XXe siècle, mais au XIXe siècle on aurait très bien pu avoir du pavage de cette avenue, et je pense que ça a été pendant un temps pavé, parce que ça reste quand même un axe principal, hein. C'est si on prend le plan de circulation, c'est l'axe, je crois que c'est le chemin de grande communication numéro 2. Alors ce chemin de grande communication, en fait, c'est l'axe qui va rejoindre l'Italie par le col du Mont-Genève. Donc Briançon jusqu'à Mont-Genève. Donc ça, et évidemment cette avenue normalement est quand même un axe principal, et je pense qu'elle a dû être pavée pendant un temps. Et puis en 1952, on va avoir un projet de doublement de l'avenue.
Alors, en quoi ça consiste? En fait, il s'agissait d'améliorer la desserte des bâtiments militaires situés en dessous du boulevard du Lautaret, en créant une voie qui reliait la place de l'Europe et la rue Général Collot, actuellement, au boulevard du Lautaret. Et en fait, ce projet, il va se maintenir, il va être réalisé un petit peu plus tard que 1952. Il va être réalisé en 1970. Et cette rue, en fait, ou cette voie, ne porte pas de nom. Mais en fait, c'est une voie qui longe actuellement le marché couvert, qui passe derrière le marché couvert et qui remonte en fait qui passe derrière le bâtiment qui est actuellement en travaux, où maintenant il va y avoir où il y a des kinés, je crois. Il y a aussi un pour faire de l'escalade en intérieur, et qui remonte au niveau du boulevard du Lautaret et qui passe en fait actuellement derrière le parc qui a été aménagé, le parc de Berwick. Entre 1959 et 1962, on va construire des trottoirs le long de la chaussée. Et puis depuis, on a mis à part de l'entretien classique, on n'a pas vraiment de gros projets. On a conservé. Voilà, là c'est plutôt bien conservé, et ça reste quand même une avenue ou un axe très cher aux Briançonnais, puisque on peut le remarquer dans les fonds d'archives, c'est qu'on a énormément de photos de cette rue. D'ailleurs, on en a une là actuellement dans la pièce où on se trouve. On voit bien en fait ce tracé rectiligne que peut avoir la chaussée. Là, on est au tout début du XXe siècle. Ça monte. C'est un axe aussi qui est bien emprunté lorsque le Tour de France passe par Briançon, parce qu'il y a une belle montée à réaliser. Et là, on voit bien qu'aussi, donc au début du XXe siècle, on a peu d'habitations côté boulevard du Lautaret, alors que quartier Sainte-Catherine bas vers la rue dont je vais parler ensuite, la rue centrale, et tout ce qui se situe un peu sur la droite de l'avenue est quand même relativement urbanisé. Mais en début du XXe siècle, côté gauche de la rue, côté boulevard du Lautaret, il n'y a pas encore beaucoup de construction. Et puis petit à petit, on va construire autour de cet axe. Voilà un peu pour l'avenue de la République, la chaussée. Et maintenant, je vais parler de la rue centrale, parce que autre rue importante de Briançon, puisque de par ce nom, elle est centrale, et c'est un peu le nouveau quartier commercial, d'activité de la ville. Avec sa place, sa fontaine. Avec la place, la fontaine aujourd'hui. Voilà, donc, et puis on retrouve énormément de commerce dans ce quartier, de Sainte-Catherine, et justement par cette rue. Donc même chose que l'avenue de la République, elle est dénommée le 23 octobre 1904 par délibération. Sa localisation en 1904, elle se situe... C'est tout Briançon 1904. Ouais, en fait, il y a vraiment 1904, c'est un peu une date charnière pour Briançon et pour ses rues. Donc en 1904, elle a été localisée depuis, on va dire, le bas de l'avenue de la République, donc de la chaussée, au pont sur la Durance. Le pont sur la Durance, il s'agit en fait du pont qui porte en fait, c'est le pont de l'Éden. Il a un nom, et c'est le pont de l'Éden. Voilà, donc aujourd'hui c'est le pont où il y a c'est une passerelle en fait qui est aménagée qui rejoint le rond-point le rond-point du Queyras, et qui en fait l'axe qui va remonter direction Col de l'Izoard, Font-Christiane, etc. Servir. Voilà. Un petit Bambi dessus. Sur le c'est rond-point. Ça. Aujourd'hui, il y a une petite statue animalière. Et aujourd'hui, voilà, on est de l'avenue de la République à la rue Pasteur. Voilà, c'est parce que depuis le rond-point du Queyras commence la rue Pasteur.
Donc cette rue en fait, elle porte ils ont choisi un nom assez simpliste, hein, rue centrale parce que c'était central, mais il n'y a pas d'histoire vraiment particulière sur son nom. Hein, je pense qu'ils sont pas trop foulés. En 1923, elle va être goudronnée. Et en fait, ce projet va aussi englober la rue Pasteur. Ils vont à la fois goudronner la rue centrale et la rue Pasteur. Voilà, donc d'une pierre deux coups. Et puis pas d'aménagement particulier, si ce n'est que de l'entretien classique de la voirie. Mais par contre, entre 1994 et 2000, il va y avoir en fait on va dire un gros projet et qui va se tenir hein, finalement. On va réaménager l'ensemble de la rue et aussi de ses abords. Donc c'est-à-dire la rue, la place ou les deux places, parce qu'en fait finalement il y a deux places. Il y a la place actuellement, la place centrale où il y a les restaurants et en fait il y a une deuxième petite place et qui s'appelle la place Sainte-Catherine et il y a la fameuse la deuxième fontaine en bas des commerces de la boucherie. Exactement, en bas du chemin vieux. Voilà, c'est la place Sainte-Catherine. Et du coup, c'est ces deux places, plus la rue Galisbé et l'aménagement, en fait, et la place Galisbé, jusqu'au rond-point du Queyras, vont être totalement réaménagés. Donc c'est en 1996 que la superstructure du pont sur la Durance, donc ce que je disais tout à l'heure, le pont de l'Éden, va être aménagé. Donc la superstructure, c'est un peu cet espace abrité là en ferraille qui c'est joli, l'espace piétonné, c'est ça. Et aussi du coup la fameuse et aussi la passerelle entre la place Galisbé et la Chappe. Donc le pont en fait qui est entre la place Galisbé et la Chappe qui va être aménagé et aussi ce que je disais sur la rue la rue qui rejoint la place Galisbé là, entre la rue centrale et la rue et la place Galisbé qui porte la rue qui prend son nom rue Galisbé, on va avoir l'aménagement d'un espèce de ce qu'on appelle un treillis. Donc c'est un espace couvert pour habiter la rue et qui vont être réalisés. Donc là on est sur un gros aménagement, un réaménagement de la rue. Et depuis ces années-là, il y a eu peu de gros réaménagements, si ce n'est de l'entretien encore classique de la voirie. Et ce qui est intéressant, c'est que, aux archives, nous avons la maquette du projet. Donc elle fait 2 mètres de long et on voit un peu ce qui était projeté. Et on peut comparer avec ce qui s'est réellement réalisé. Voilà, donc il y a toujours des connexions qu'on peut faire. Parfois, on peut rattacher ça, soit à des photos, soit à des documents qui sont relativement visuels pour un peu s'imaginer en quoi consistait l'aménagement à une époque donnée. C'est la rue non. Alors là, on est aussi sur la. Non, il y a pas de. Là, j'ai pas de photo de la rue centrale. Là, on est aussi sur l'avenue de la République, on est aussi sur la chaussée, totalement enneigée, comme aujourd'hui. Et après, là, on a une vue globale de Briançon. Donc voilà un peu pour la rue centrale. Et on va rester un peu dans cet espace, ce quartier, puisqu'on va parler de la rue Alphand. La rue Alphand. Et oui, justement. Elle tient son nom en relation avec la famille Alphand. Alors je vais citer de qui il s'agit vraiment. Hein. Donc la rue Alphand, elle ne s'est pas toujours appelée rue Alphand. En fait, elle prend naissance dans ce qui s'appelait le chemin Boursier. Donc c'était un chemin qui était déjà créé, mais qui était un chemin de terre. Et pardon, elle va être pareil dénommée en 1904, mais là elle va être carrément dénommée et approuvée par un décret du président de la République. Donc là on est sur c'est quelque chose d'un peu plus officiel que les autres rues. Donc cette rue Alphand, ce chemin Boursier, il se situe entre la rue centrale, la place de Sainte-Catherine en fait, qui s'appelle place de Sainte-Catherine,
et ce qui s'appelle alors l'avenue de la Gare. Et aujourd'hui, en fait, si on localise, c'est l'avenue Maurice Petch, parce que en fait, il y a encore, c'est plutôt l'avenue Général de Gaulle, en fait, finalement, puisque là, on va déboucher sur en face le Crédit Agricole aujourd'hui, à peu près. Voilà. Alors, elle est rebaptisée du coup en 1904 en hommage à la famille Alphand. Donc, qui étaient ces fameux Alphand? Donc, on va avoir déjà un premier personnage relativement important de la famille Alphand qui s'appelait Jean Alphand, qui est né en 1711 et qui est mort en 1790 et qui a été procureur à Briançon et vice-bailli du Briançonnais de 1747 à 1790. Donc un notable très très important, hein, parce que le titre de procureur et de vice-bailli est quand même une charge relativement importante. Donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et ensuite on va avoir dans la même famille François-Charles-Marie Alphand, né en 1778 et mort en 1854, qui a été un militaire de carrière. Et le dernier, on va dire, un personnage important de la famille Alphand, et on pense que c'est vraiment pour ça que le nom, la rue a été nommée de cette sorte, c'est Jean-Charles Adolphe Alphand, né en 1817 et mort en 1891. Il était inspecteur général des ponts et chaussées, et il a participé aux travaux d'embellissement de Paris sous le Second Empire, donc sous les fameux réaménagements de Paris par le baron Haussmann. Il a aménagé entre autres le parc des Buttes Chaumont, ainsi que les bois de Boulogne et de Vincennes. Et il y a un monument qui lui rend hommage dans l'avenue Foch à Paris. Et il y a même un buste à son effigie qui se trouve sur sa tombe au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, donc quand même personnage très important. Et voilà, donc on est sur une lignée en fait, puisqu'il s'agit des petits-fils ou fils du fameux Jean Alphand, procureur à Briançon et vice-bailli du Briançonnais. Donc cette rue Alphand va connaître quand même plusieurs aménagements, dont un en 1930. On va avoir un premier projet d'élargissement de la rue, parce que je pense que c'était resté à l'état un peu de chemin, donc un peu étroit. Mais malheureusement, le projet n'aboutira pas en raison des difficultés d'acquisition des propriétés concernées par le projet. Mais ce projet n'est pas abandonné pour autant. Et puis la Seconde Guerre mondiale arrive, comme beaucoup de projets, tout ça est reporté. Et puis en 1949, le projet est à nouveau débattu, et après de longues négociations avec les propriétaires, il y a un arrêté de cessibilité des terrains promulgué par la préfecture. Un arrêté de cessibilité, en fait, c'est un peu une obligation de donner son terrain. Ouais, c'est comme une espèce d'expropriation, voilà. Donc du coup, grâce à cet arrêté, les travaux vont débuter en 1957 et vont s'achever en 1964. Et ces travaux vont permettre donc d'avoir une meilleure connexion entre la rue centrale et du coup l'avenue de la Gare. Et depuis, on n'a pas vraiment de traces de projets d'aménagement un peu de gros travaux, si ce n'est je pense qu'on pourrait parler de la place Roger Martin, donc qui a été aussi dénommée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la place qui se situe en face du laboratoire d'analyse et proche de la place devant l'église, quasiment derrière le centre Le Poire en fait, qui longe le centre Le Poire. C'est le parking en fait. Voilà, donc j'aurais dû peut-être un petit peu approfondir là-dessus sur l'histoire de l'aménagement de ce parking et de la place vers l'église. Voilà.
Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Et on pourra se retrouver la prochaine fois pour discuter de la place Galisbée, de la rue Morand et peut-être d'autres rues de Sainte-Catherine. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'accueillir Sarah, une Briançonnaise férue d'histoire. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors j'aimerais vous raconter quelques petites anecdotes sur les noms des villages qui nous entourent. Celle que je préfère, c'est l'origine du nom de Valouise. Il se trouve que Louis XIV et son armée étaient pas mal présents dans la région, surtout dû à la menace austro-hongroise, et l'armée de Louis XIV était suivie d'une armée de prostituées. Pour plusieurs raisons, tout d'abord pour éviter les viols par les soldats des villages avoisinants, et puis aussi pour soulager les troupes. Et donc, Louis XIV a installé le régiment de prostituées au niveau de Valouise, pour renouveler le sang tout d'abord, puisque on sait bien que le manque d'iode et l'isolation des populations provoquent des maladies génétiques, des goitres, des choses comme ça. Et donc le fait d'installer un régiment de prostituées permettait de renouveler le sang. Il se trouve qu'à l'époque, une prostituée, on appelait ça une Louise. Ainsi donc, Valouise est le Val des prostituées. C'est comme ça que la ville a eu son nom. Donc, dans la même zone, nous avons la commune de l'Argentière. Pourquoi l'Argentière ? Eh bien, à cause des mines d'argent qu'on peut encore voir aujourd'hui. Les filons ne sont pas épuisés, mais par contre, ça ne vaut plus la peine de les exploiter. Cela dit, c'est une visite à faire intéressante au niveau patrimonial. Et puisqu'il y avait des mines d'argent, là où l'exploitation se faisait, c'est devenu la commune de l'Argentière. Ensuite vient l'histoire du nom de la ville de Briançon. Pourquoi Briançon ? À cause d'une tribu de l'époque gauloise, qui était un petit peu plus haut dans la montagne, qui s'appelait les Briganti. Par la suite, quand la ville s'est créée, on a nommé la ville Briançon à cause donc de la tribu des Briganti. Ça a été déformé, il y a d'autres histoires sur le nom de la ville, celle-ci en est une parmi d'autres. Si on va maintenant du côté de la vallée de la Clarée, il y a l'anecdote du bouvier qui avait perdu son troupeau de vaches. Il est parti à sa recherche, là où il a retrouvé le gros du troupeau, c'est-à-dire 9 vaches. La commune qui porte le nom de Névache vient donc de cette petite histoire. 9 vaches ont été retrouvées à cet endroit. Mais il en manquait encore une toute petite vache qui a été retrouvée à l'entrée de la vallée. C'est ainsi qu'on a donné le nom de la Vachette à l'endroit où on a retrouvé cette petite vache. Ensuite, Monétier. Monétier, la commune de Monétier s'appelle Monétier-les-Bains. Pourquoi Monétier-les-Bains ? Parce que des bains romains ont été construits là-bas. On peut encore les voir d'ailleurs. Donc à l'époque romaine, ça a été ensuite utilisé par les soldats, ensuite pour des thermes, mais à l'époque, c'était une construction romaine. Et donc Monétier-les-Bains à cause des thermes romains qui ont été construits. Je crains d'être à court d'anecdotes. Les bains, dit que c'est de l'eau naturelle qui sort. Alors oui, les bains de Monétier, c'est une eau naturellement chaude. C'est une eau qui sort chaude de la source. Elle fait partie intégrante de la commune. Et ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est qu'on fait passer sous la route une canalisation d'eau chaude pour permettre à la neige de fondre et éviter la glace dessus. On s'en sert ainsi d'une façon naturelle de déneiger les routes. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous retrouvons Max Colomban aujourd'hui, habitant de Villars-Saint-Pancrace. Bonjour Max. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une histoire, un conte briançonnais mais qui ne serait pas un conte, plutôt une légende ou une histoire vraie. Oui, tout à fait, c'est une histoire qui est très très ancienne, qui se déroulait à Villars-Saint-Pancrace, plus précisément au quartier de la Tour, et elle date du temps des seigneurs. Voilà. Et il y avait un château fort dans ce quartier de la Tour, et le seigneur de Bail, il s'appelait Georges de Bail, donc régnait sur ce château. Il y avait des serviteurs, il y avait des paysans qui étaient à son service, et il était assez raide, assez sévère avec eux, et parfois il les maltraitait si ils rapportaient pas les récoltes qu'il fallait, si ça tournait pas rond, il était vraiment méchant avec eux. Donc il régnait une ambiance un peu tendue dans ce coin de Villars-Saint-Pancrace, qui s'appelait la Tour. Donc lui s'appelait Georges Bail de la Tour, et il avait une sœur aussi, une sœur qui s'appelait Anne de Bail. Et cette sœur, il l'a persécutée aussi, mais il lui laissait une certaine liberté, puisqu'elle avait des intérêts pour l'administration des terres des férus de Névache, donc que le seigneur voulait aussi s'accaparer. Donc cette fille qui s'appelait Anne de Bail, qui était une très jolie fille, c'était une femme de maison qui faisait beaucoup de travail dans le château, mais qui était vraiment pliée à son frère. Et un jour, il décide, comme elle avait un peu refusé de travailler et puis de lui donner l'administration des terres de Névache, des férus, il décide de la punir, et elle va passer plus d'1 mois dans un cachot du château. Mais apparemment ça suffisait pas encore, donc il décide de la jeter dans une oubliette. Une oubliette qui se trouve complètement sous ses appartements. Alors à l'époque, les oubliettes des châteaux, c'était des trous sans lumière, ou presque rien du tout. Il y avait une trappe, on l'ouvrait et on jetait le prisonnier tout au fond, et on refermait la trappe, et on le laissait là-dedans, on lui donnait juste 2 fois par jour, on lui jetait de la nourriture. Voilà, donc c'est le sort qui a été réservé à Anne de Bail. Et à chaque fois, donc 2 fois par jour, Georges de Bail venait lui jeter de la nourriture et essayait de la faire plier aux questions qu'il lui posait, mais elle avait décidé de ne pas céder et de ne pas répondre à ses questions. Et au bout elle a tenu bon, et puis elle explorait cette oubliette, ce cachot, dans tous ses recoins, et elle finit par trouver une espèce de souterrain qui montait. Alors là, elle a suivi ce souterrain pour essayer de sortir, et puis elle a cru voir une bête à poil qui lui a fait peur, et elle a fait demi-tour, elle est retournée dans son cachot. Et le lendemain, donc elle voulait être là pour que Georges de Bail n'ait pas de soupçon, qu'elle réponde qu'il était là, et que pendant qu'elle venait lui donner à manger. Le lendemain, elle est retournée vers ce tunnel, et elle a trouvé il y avait un rayon de soleil quelque part qui l'éclairait au fond de ce tunnel, et puis la bête en question, qui lui faisait peur, en fait, venue, c'était un chien qui avait l'air très gentil, un chien berger, et qu'elle l'appelait, elle se souvenait que le nom du chien de ce berger s'appelait Pyram, et là, elle l'a appelé, et effectivement, il est venu, et elle l'a caressé, et ils sont devenus des amis, donc, et après, ils ont continué donc ce souterrain pour essayer de sortir de ce cachot. Et tout doucement, ils sont arrivés à sortir. En arrivant à la sortie du tunnel, ils étaient bien sûr dans les fossés du château, et là, il ne fallait pas éveiller l'attention des gardes, sinon c'était cuit, ils allaient être roués de coups et remis dans l'oubliette.
Donc il y avait le chanoine qui s'occupait un peu, qui s'inquiétait à chaque fois du sort de Anne de Bail, et elle a attendu donc qu'il passe par là, et puis elle lui a fait part de son... Elle lui a dit qu'elle avait réussi à sortir de cette oubliette, mais qu'il fallait qu'elle sorte du château sans inconvénient. Donc il lui a dit de rester là, il s'est organisé, là, le chanoine, pour essayer de la faire sortir. Et finalement, elle a pu sortir de ce château sans que ni le seigneur, ni les gardes s'en aperçoivent. Voilà. Sans éveiller aucun soupçon. Et puis, donc, le seigneur Georges de Bail, quand il se rend à l'oubliette, il ouvre la trappe de l'oubliette, il appelle, et puis pas de réponse. Alors, il insiste, il regarde au fond de l'oubliette, il voit personne, il dit peut-être qu'elle est morte dans cette oubliette. Et puis pour en avoir le cœur net, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il attache une corde à la trappe et il descend jusqu'au fond de l'oubliette pour avoir le cœur net, si sa sœur était encore là ou si elle était morte. Et puis tout d'un coup, pour une raison inexpliquée, la trappe bascule, se referme, et hop, il est pris à son propre piège, et le voilà tout seul, horrifié au fond de cette oubliette, sachant qu'il allait plus pouvoir ressortir et que personne venait le chercher ici. Voilà. Mais quand même au château, du coup, il y avait les gardes, tout ça, ont commencé à signaler la disparition du seigneur de Bail, et là... le chanoine donc s'inquiète de sa disparition. Il va voir à sa chambre, il frappe, il essaye d'enfoncer la porte, et puis il voit qu'il n'est pas là. Alors pendant plusieurs jours, la disparition du seigneur pas inquiète, mais tout le monde trouve bizarre qu'il soit pas là. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et puis il y a quelqu'un qui a l'idée de dire il faut quand même aller fouiller l'oubliette qu'il y a sous ses appartements. Et donc c'est ce qu'ils font, ils ouvrent la trappe et effectivement ils le trouvent là-bas au fond en piteux état, presque à l'agonie. Et il remonte et puis il ne résiste pas à ses blessures, et il finit, il meurt quelques heures après dans d'atroces souffrances, quoi. Voilà, donc et après donc c'est Anne de Bail qui va s'occuper du château, administrer le château, reprendre les affaires de son frère. Reprend les affaires de son frère, et avec une souplesse certainement plus importante par rapport à ce que faisait son frère. Elle persécutera moins les serviteurs et les paysans, voilà. Et du coup, c'est une histoire très très ancienne qui c'est devenu un peu une légende. On a retrouvé ce livre, cette histoire, c'est les recherches de l'auteur de cette histoire qui a écrit cette petite histoire sur un livre qui s'appelle Marc de Ribois, et qui a fait pas mal de recherches pour retrouver cette histoire. Je note quand même que j'ai 69 ans et ma grand-mère, il y a de ça presque 60 ans, quand j'avais 9 ans, me racontait déjà cette histoire de la Garrigade de Bail, qui était perçue comme une sorcière et qui faisait peur aux enfants, parce que justement, l'image qu'on avait eue d'elle, c'était quand elle a été sortie de cette oubliette, et qui était vraiment... elle était vraiment dans un état plein de boue, en haillons... donc elle avait l'image d'une sorcière, quoi. Donc on racontait ça aux enfants, aux grands aussi, pour leur faire peur et pour leur faire pour les faire obéir et pour qu'ils soient disciplinés. Voilà. Merci beaucoup.